C'est évidemment une tentation de plus en plus fréquente, notamment à l'approche des vacances d'été, rentabiliser ses actifs immobiliers. On part quelques semaines à l'étranger, sa maison reste vide, on dit que ce serait dommage quand même de ne pas la louer un petit peu, que ce soit une résidence principale évidemment à Paris, maison de famille sur la côte, une villa dans le sud ou même un appartement à la montagne. C'est vrai qu'avec les plateformes de location et opération aujourd'hui, est simple, rapide et rentable. Mais fiscalement, les choses peuvent parfois être un peu moins évidentes, n'est-ce pas Jérôme ? Bonjour David, Bonjour, maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Déjà, on peut louer librement sa maison pendant l'été, il n'y a pas de sujet là. Non. Comment ça, non ? On peut pas. C'est très encadré aujourd'hui. Ça marche pas comme ça. Un propriétaire, il peut louer par principe, mais une location de courte durée, c'est plus une zone grise qui était favorable aux propriétaires. C'est encadré par des règles qui sont des règles fiscales, par la commune, par des règlements de copropriété, par les obligations déclaratives qui sont propres aux meublés de tourisme. Donc ça ne fonctionne pas. Tout dépend de la nature du bien. Soit il s'agit de la résidence principale, pour laquelle on considère que, je dirais, on a une espèce de forfait de jours, de l'ordre de 120 jours par an, sans qu'on pose de problème particulier. En revanche, si l'on fait de la résidence secondaire, c'est beaucoup plus encadré, notamment parce que c'est dans les zones de villégiature où on veut un peu limiter le nombre de personnes qui viennent dans ces zones. Et donc, on va avoir un sujet fiscal, un sujet des règles qui sont ceux de la commune que j'évoquais. La copropriété, on va facturer des loyers, mais on peut déclencher un problème si le bien est détenu par une société civile, parce que la location de vacances, elle est forcément meublée. Et donc, elle a une autre nature. Donc, c'est cette superposition de règles, qui rend le sujet plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, d'autant qu'il y a une différence entre louer sa résidence principale et louer une résidence secondaire. Oui, parce que c'est ce que je disais. Sur la résidence principale, on vous laisse un forfait d'environ 120 jours et on vous dit que c'est tout à fait normal. C'est un plafond de principe. Bon, certaines communes descendent ce plafond à 90 jours, et au-delà, ça va dépasser la simple location ponctuelle de résidence principale. Si c'est une résidence secondaire, la résidence secondaire n'est pas un logement habituel du propriétaire, elle est louée à une clientèle de passage, et la commune, elle peut considérer qu'il s'agit d'un meublé de tourisme. Le sujet est vraiment sensible dans les communes touristiques. Oui. Parce que les maires disposent aujourd'hui de pouvoirs qui sont plus importants pour encadrer ces locations. Vous avez ça en bord de mer. L'objectif, c'est de lutter contre la raréfaction des logements principaux, si je peux dire, disponibles. Et on veut également éviter un envahissement par des tourismes, par le tourisme. Avant de parler de la fiscalité, déjà quand même quelques petites vérifications qu'il faut faire. La mairie. Oui. Regardez les règles applicables qui dépendent vraiment de chacune des communes. Vérifier si une déclaration préalable est nécessaire. Vérifier si on a un numéro d'enregistrement qui doit être obtenu. Pour une résidence secondaire, il faut se demander si une autorisation de changement d'usage est requise. Est-ce que vous pouvez passer d'une maison que vous habitez à une maison qui serait louée, tout simplement. Donc ça, c'est important parce qu'il peut y avoir quelques sanctions. La deuxième vérification, c'est la copropriété. Si vous êtes dans une copropriété, si le bien est un appartement, il faut relire ces règles de copropriété qui autorisent ou pas. Et certains règlements interdisent les activités commerciales ou les locations de courte durée, parce que là, vous changez de statut. Donc on peut vous dire que vous pouvez louer, mais commercialement, on vous dira non, et vous avez toujours un copropriétaire qui va pouvoir vous ennuyer. Et puis il y a d'autres... L'assurance, évidemment. Alors, il y a tout ce qui concerne l'assurance. Et puis, les voisins vous regardent en disant si vous avez des nuisances, on ne veut pas de ça. Donc, c'est pour ça que la copropriété est importante. Donc, l'assurance, une habitation classique, ce n'est pas la même chose qu'une habitation qui est louée. Donc, il faut avoir une assurance étendue. Quatrième vérification, c'est le mode de détention. Ça, c'est le plus important. Vous avez une société civile, elle est meublée, vous la louez. Et là, vous rentrez dans un système qui va être complètement différent et qui va être assez délicat. Les loyers qui, évidemment, doivent être déclarés. Enfin, ça semble évident. Dès lors que vous avez des loyers que vous encaissez, il faut les déclarer. Peu importe que la location dure 2 jours, 3 jours, 1 jour, c'est comme ça. Bon. 3 mois, donc ça a un impact. Et ces loyers, ils relèvent d'une activité industrielle et commerciale. Donc c'est souvent contre-intuitif pour les particuliers qui pensent que c'est un revenu foncier. Non, c'est un revenu commercial. Et donc le régime fiscal qui va s'appliquer à ces loyers ? Et oui, soit vous avez, en sortant d'un certain seuil, 15 000 € par an, vous êtes en micro-BIC, pas de comptabilité, et vous avez la possibilité d'avoir un abattement forfaitaire de 30%. Donc j'ai 10 000 € de loyer, il me reste 7 disponibles. 7 vont être imposables plutôt. Vous avez un meublé de tourisme classique, c'est un régime plus favorable, mais le meublé classé est un logement qui a obtenu un classement officiel. Il faut qu'il ait un vrai classement, il ne suffit pas qu'il soit sur une plateforme. Ouais. Et il y a des critères de contrôle, et on vient voir chez vous. Et ce n'est pas parce que le bien est noté sur une plateforme donc, que c'est fiscalement classé. Et pour les meublés classés, c'est non pas 15 000, c'est 77 000 pour rester dans le micro-BIC. De recettes par an, 77 700, et vous avez un abattement forfaitaire de 50%. Au-delà, vous rentrez dans le régime réel. Vous pouvez aussi dire que je prends le régime réel parce que vous avez des frais supérieurs à ce qu'on vient de dire. Si vous êtes dans ce schéma-là, il va falloir que vous ayez un comptable, il va falloir que vous vérifiez tout ce système, et c'est
beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus compliqué. Donc une comptabilité commerciale et des loyers qui vont être imposés entre vos mains. Si vous avez une société civile, là vous basculez là aussi, parce que la société civile passe à l'impôt sur les sociétés, à nouveau une comptabilité. Quand vous allez avoir récupéré les fruits, vous allez être taxé sur du dividende, deuxième difficulté, et donc le coût réel va devenir beaucoup plus important. Donc dernier point, quand vous amortissez au travers de biens, il faut savoir qu'au moment où vous aurez, parce que ces biens, suivant la comptabilité commerciale, vont pouvoir être amortis, mais quand vous allez revendre, les biens qui auront été amortis, on vous demande de réintégrer les amortissements passés, qui fait que votre plus-value va finalement augmenter. Ce n'est pas un cadeau. Donc il faut faire simple et léger. D'amortissement. Il faut être simple et léger pour que ça fonctionne et que ça puisse vous payer une partie de vos charges ou une partie de vos impôts sur les biens en question. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci Jérôme. Merci David.